Au Moyen Âge, les batailles n'étaient pas décidées seulement par les épées et la stratégie, mais souvent aussi par une simple tranche de pain. Les campagnes militaires de cette époque se déroulaient bien avant les conserves, les réfrigérateurs ou les plats instantanés. Les armées dépendèrent de la récolte des champs, des troupeaux de bétail et du savoir-faire des cuisiniers de campagne. Imaginons des centaines de mercenaires affamés marchant à travers la campagne. Aucun véhicule de ravitaillement moderne, seulement des tonneaux d'eau salée, des sacs de céréales et quelques saucisses fumées, suspendues au crochet. Quand l'armée s'arrêtait pour la nuit, autour des feux de camp flottaient les arômes de bouillie et la fumée des foyers. Et c'est précisément sur ces moments simples que reposait la capacité de combat d'armées entières. On dit qu'une armée marche sur son estomac. Et bien que ce dicton ait été rendu célèbre par Napoléon, il s'appliquait parfaitement dès le Moyen Âge. Sans nourriture, point de combat. La faim pouvait briser le moral plus rapidement que les flèches les plus acérées. Dans cette vidéo, vous découvrirez ce dont se nourrissaient les soldats médiévaux, quels plats et boissons leur donnèrent la force de combattre, et comment fonctionnait l'approvisionnement des armées, à une époque sans technologie moderne. Nous révélerons quels aliments de base composaient leur menu quotidien, du pain à la bouillie en passant par la viande séchée. Dans un moment, nous découvrirons aussi comment les soldats cuisinaient dans les camps de campagne, ce qu'ils buvaient à la place de l'eau souvent dangereuse, et quelles méthodes drastiques de survie entraient en jeu quand la nourriture venait à manquer. Nous puiserons dans les chroniques, les ordonnances d'époque et les découvertes archéologiques pour dresser un portrait fidèle de la cuisine militaire médiévale. Enfin, nous réfléchirons à ce qui a survécu des habitudes alimentaires d'alors jusqu'à aujourd'hui, et à la différence avec la nutrition des soldats actuels. Un voyage unique nous attend à la découverte des saveurs et des épreuves des champs de bataille médiévaux. Alors goûtons l'histoire. La base du régime alimentaire du soldat médiéval était le pain et les céréales. Qu'il s'agisse d'un simple fantassin ou d'un chevalier en armes, l'apport calorique le plus important était représenté par la pâtisserie et la bouillie. Le pain était cependant loin d'être la miche blanche gonflée que nous connaissons aujourd'hui. Les soldats mangeaient principalement du pain brun, dense, fait de farine de seigle ou d'orge, souvent dur et desséché pour durer plus longtemps. Le pain dur, le biscuit, devint le compagnon inséparable de la marche. Parfois il était si sec et dur qu'il ressemblait plutôt à un biscuit ou à du pain de pierre. Les soldats devaient l'amollir en le trempant dans l'eau, la bière ou la soupe. C'est justement le pain qui assurait une partie substantielle de l'énergie quotidienne. Les céréales donc étaient un bon marché, faciles à stocker et rassasiaient l'estomac mieux que la viande rare. À côté du pain, les bouillies de céréales et les soupes tenaient le haut du pavé. En campagne, il n'y avait pas le temps pour une cuisson complexe, et ainsi les grains étaient souvent consommés sous forme de bouillie. Les grains étaient bouillis dans l'eau, ou le bouillon jusqu'à obtenir une bouillie épaisse, semblable à la bouillie d'avoine ou à la polenta d'aujourd'hui. Cette bouillie pouvait être améliorée avec tout ce qui était à portée de main, des haricots et pois aux morceaux de légumes. Les soupes épaisses et les mélanges mijotés, Eintopf, étaient appréciés, car ils combinaient dans une seule marmite tout le nécessaire, eau, céréales, légumineuses et un peu de graisse. Les soldats appelaient bon souvent cela brouet ou gobelet, mais même la soupe la plus simple pouvait réchauffer et donner la force pour la marche suivante. Les légumineuses, les légumes et le sel complétaient la base céréalière. Les pois, lentilles ou haricots faisaient les parties des rations courantes. Les légumineuses séchées résistaient à un long stockage et après cuisson fournissaient les protéines si nécessaires. La nourriture militaire typique incluait donc par exemple la bouillie de pois ou la soupe aux haricots. Les légumes étaient disponibles plutôt de façon saisonnière et locale. Pendant les campagnes, les soldats ramassaient ou achetaient par exemple du chou, des choux, de l'oignon, de l'ail ou des racines, navets, carottes, pour enrichir leur marmite. Loin d'être toujours disponibles, les légumes frais, en hiver ou lors de longues marches,
ils devaient se contenter de réserves de produits séchés ou marinés. Le sel était un auxiliaire indispensable. Non seulement il donnait du goût, mais surtout il conservait les aliments pour les voyages. La viande ou le poisson salé durait des mois. Un soldat sans petit sac de sel n'irait pas loin. La viande était pour les soldats à la fois délice et nécessité. Contrairement aux cerfs dans les champs, qui ne mangèrent de la viande qu'exceptionnellement, les guerriers avaient accès aux plats carnés un peu plus souvent, surtout s'ils pillaient avec succès la terre ennemie, ou si le souverain les approvisionnait bien. Il s'agissait le plus souvent de viande fumée ou salée, principalement du porc, lardre, saindoux ou du bœuf. Cette viande ne se gâtait pas et pouvait être mangée froide ou réchauffée dans la marmite. La viande fraîche était rare, mais en cas de succès, après une chasse réussie ou quand tombait une vache du troupeau accompagnant l'armée, les soldats pouvaient littéralement s'en donner à cœur joie. Avant une bataille importante, on abattait parfois une bête pour que tous puissent s'offrir un festin carné copieux. Alors on ne gaspillait rien. On mangeait aussi les abats. Le sang était utilisé dans la soupe ou la bouillie et les sabots avec la queue finissaient dans le bouillon. La viande ne pouvait cependant jamais durer pour tous quotidiennement. Il s'agissait plutôt d'un complément alimentaire quelques fois par semaine, quand les circonstances le permettaient. L'apport de poisson jouait un rôle surtout les jours de jeûne, et là où la viande manquait. L'Église médiévale prescrivait certains jours de ne pas manger de viande, principalement le vendredi et pendant les périodes de jeûne, et ainsi les poissons séchés et salés venaient à point aux soldats. Le plus courant était le harengue et la morue, poissons de mer conservés au sel, qui étaient importés en grande quantité même dans l'intérieur des terres. Quand approchait le jeûne du vendredi, ou que la viande manquait, c'était justement le harengue qui arrivait, souvent bouilli dans la soupe ou la sauce. De plus, si l'armée longeait des rivières et des lacs, les soldats pêchaient à eux-mêmes et mangeaient aussi du poisson de rivière frais, truites, carpes ou brochets, comme en témoignent plusieurs chroniques. Pour le soldat, le plat de poisson était plutôt une diversification du menu qu'un pain quotidien. La liste des aliments principaux ne serait pas complète sans les produits laitiers et les graisses. Le fromage faisait partie des provisions de campagne appréciées. Le fromage dur résistait aux longs voyages et fournissait graisse et protéines. Les soldats recevaient pour le voyage des meules de fromage sec qu'ils pouvaient grignoter par morceaux, ou des boules de fromage blanc séchées au soleil. Le beurre ou le saindoux étaient aussi appréciés. Dans le climat plus froid de l'Europe du Nord, on distribuait du saindoux comme source d'énergie. Les soldats en tartinèrent les biscuits ou y faisaient griller des galettes. Au sud, on utilisait plutôt l'huile d'olive, des sources locales. La graisse donnait du goût à la nourriture et des calories supplémentaires aux soldats, ce qui était inestimable lors des marches fatigantes. Une portion quotidienne typique du soldat médiéval ressemblait donc à ceci: un morceau de pain brun ou plusieurs biscuits, un bol de bouillie de céréales ou de soupe aux légumes, et une poignée de viande salée ou du fromage. En plus peut-être quelques poissons séchés, et à boire une cruche de bière ou de vin. Nous y reviendrons. Selon certaines sources de la fin du Moyen Âge, un combattant bien approvisionné pouvait recevoir jusqu'à environ 1 kg de pain et 3 à 500 g de viande par jour, ce qui correspondrait aujourd'hui à environ 4 à 5 000 calories, donc une nourriture copieuse comparable au régime d'un sportif de haut niveau. En réalité cependant, de telles rations étaient plutôt un idéal lors d'un approvisionnement complet. La nourriture n'arrivait pas toujours en abondance. Cela dépendait du succès de la campagne. Quand tout se passait selon le plan, les simples soldats mangeaient parfois mieux que les pauvres paysans chez eux au village. En période difficile, ils jeûnaient et mâchèrent des croûtes durcies. Il faut mentionner aussi les épices et assaisonnements qui parvenaient à rendre supportables même les galettes et bouillies monotones. Le simple fantassin ne disposait naturellement pas d'épices exotiques. Le poivre cher, le safran ou la cannelle étaient le domaine des riches seigneurs. Néanmoins, des moyens plus populaires se trouvaient. On utilisait abondamment l'oignon et l'ail. Ils donnaient du piquant à la nourriture et agissaient en même temps comme anti-inflammatoires.
Ils étaient à considérés aussi comme une sorte de médecine des pauvres. De plus, pour assaisonner les plats, on utilisait le vinaigre. Un peu de vinaigre acidifié et rafraîchissait la soupe à l'eau. Les herbes comme le thym, le persil ou l'ânette ramassées en chemin. Et la moutarde si elle était à portée de main, avec la viande ou les biscuits. Pour les soldats en campagne, il était typique de se contenter de goûts simples, salés, aigres, piquants à l'ail, pourvu que la nourriture chasse la faim. En revanche, les commandants ou les hommes blessés pouvaient recevoir quelque chose en plus. Selon certaines chroniques, les commandants donnaient aux blessés ou aux combattants gravement épuisés des fortifiants comme du miel, des fruits secs ou même une pincée de poivre et de safran, s'ils en avaient à disposition. Le miel et les raisins secs séchés parvenaient à donner de l'énergie rapide. Les épices devaient le réchauffer et stimuler. Pour le simple soldat en bonne santé, de telles friandises n'étaient pas disponibles. Il devait se contenter d'oignons, d'ail et d'un morceau de fromage pour le goût. De ce qui précède, il est clair que la nourriture du guerrier médiéval était simple, monotone, mais énergétiquement copieuse. Le soldat avait besoin de manger lourdement, non pour le plaisir gastronomique, mais pour porter l'armure, parcourir quotidiennement des dizaines de kilomètres et avoir la force de tirer l'épée sur le champ de bataille. Alors qu'aujourd'hui, nous veillons à la diversité alimentaire et aux vitamines. Au Moyen Âge, il s'agissait principalement de calories et de durabilité. Qu'il s'agisse d'un archer anglais, d'un croisé au Levant ou d'un combattant hussite en Bohême, tous partageaient une base alimentaire similaire. Pain, bouillie de céréales, un peu de viande ou de poisson, légumineuses, fromage et un peu de graisse. De ces matières premières simples se composait leur nourriture quotidienne, le carburant qui propulsait les machines de guerre médiévales. Dans un moment, nous découvrirons comment une telle quantité de nourriture arrivait jusqu'à l'armée sur le terrain. Approvisionner une armée de milliers d'hommes n'était pas un jeu d'enfant. Penchons-nous donc sur les coulisses de la logistique militaire médiévale et découvrons d'où venait toute cette nourriture pour les soldats. Imaginez que vous commandiez une armée médiévale de plusieurs milliers de têtes. Chacun de ces hommes doit manger et boire quotidiennement quelque chose. Où prendre une telle quantité de vivres et comment les transporter sur place, surtout à une époque sans voiture ni chemin de fer? L'approvisionnement de l'armée était au Moyen Âge peut-être la tâche la plus exigeante des commandants, et décidait souvent du succès ou de l'échec de toute la campagne. Dans cette vidéo, vous découvrirez quelles méthodes les stratèges d'alors utilisaient pour maintenir leur armée rassasiée. Les commandants médiévaux combinaient plusieurs méthodes d'approvisionnement. Provision personnelle de chez soi. Les soldats portaient au début de la campagne la nourriture qu'ils avaient reçue de leurs seigneurs ou qu'ils avaient eux-mêmes achetée. Dans les armées féodales, il était courant qu'un chevalier parte en campagne avec un coffre plein de biscuits, un tonneau de bière et des sacs de céréales pour sa suite. Les simples mercenaires recevaient souvent leur solde à l'avance et étaient chargés d'acheter de la nourriture sèche pour le voyage. Pain, fromage, viande séchée. Les croisés, par exemple, avant de partir en Terre Sainte, s'arrêtaient ou vendaient leurs biens pour se procurer des provisions pour le long voyage. Ils savaient que sans provisions convenables, ils n'iraient donc pas loin. Chaque soldat portait donc sur le dos, ou sur un char ou une mule, autant de nourriture qu'il pouvait porter, généralement pour quelques semaines. Achats, réquisitions et taxes. Dès que l'armée traversait un territoire habité, elle complétait ses réserves par achat ou réquisition. S'il s'agissait d'un territoire ami ou domestique, les commandants s'efforçaient d'acheter les vivres ou de les obtenir d'alliés. Les nobles locaux avaient l'obligation de fournir à l'armée céréales, bière ou bétail. Souvent, on collectait des taxes sous forme de nourriture. Parfois, l'armée marchait de ville en ville, et dans chaque ville étaient préparés des chariots avec du pain et de la bière pour la suite du voyage. Une sorte de chaîne d'approvisionnement primitive. Apparaît aussi la pratique de contrats avec des fournisseurs et marchands. Par exemple, pendant certaines expéditions des croisades, des accords furent conclus avec des commerçants vénitiens et génois, qui devaient assurer, moyennant paiement, un approvisionnement continu de nourriture par mer, céréales, vin,
sel, viande séchée, au camp des croisés. Quand cependant l'armée se trouvait en territoire ennemi, la force brutale prenait le relais. L'approvisionnement se faisait par réquisition et pillage. Les soldats confisquaient simplement aux locaux tout ce qui était comestible, battaient les céréales dans les granges étrangères, prenaient le bétail des étables et vidaient les caves à vin. Souvent, ils ne regardaient pas s'ils prenaient à l'ennemi ou au leur. La faim n'avait pas de parti, et les soldats désespérés pillaient même les villages neutres si leur propre commandement n'assurait pas assez de nourriture. Chasse, cueillette et production personnelle. La troisième source de nourriture était la simple utilisation de la nature et des capacités des soldats. L'armée en marche ressemblait à une ville nomade qui devait chaque jour trouver quelque chose à manger dans les environs. La chasse au gibier était le domaine des chevaliers nobles. Ceux-ci partaient parfois en chemin chasser le grand gibier, cerfs, sangliers, et avec leur prise amélioraient ensuite le menu de la table des commandants. Les soldats ordinaires chassaient plutôt le petit gibier, lapins, lièvres, oiseaux, parfois des poissons. Ce qu'ils attrapaient, ils le cuisinaient. Quand il n'y avait pas de viande, on mangeait des plantes sauvages, fruits des bois, prunelles, glands, après lessivage, herbes, champignons, si quelqu'un les connaissait et osait les ramasser. En cas de nécessité extrême, on cuisait une soupe d'herbes et de racines. Les soldats se faisaient aussi parfois du pain eux-mêmes. Ils emportèrent des moulins à main pour les céréales, moulaient les grains en farine grossière, et de celle-ci pétrissaient ensuite de simples galettes. Ils les cuisaient sur une pierre chauffée près du feu, ou sur une poêle en fer. Ce n'était pas un délice. Un tel pain sans levain fait d'un mélange de farine, d'eau et de sel ressemblait à un biscuit dur en galette. Mais cela servait. D'ailleurs, la cuisine de campagne fonctionnait souvent en mode ce que le jour a donné. Par la combinaison de ces méthodes, les armées médiévales se maintenaient en vie. Naturellement, plus l'armée était grande, plus cela représentait un problème important. Une grande armée pouvait littéralement manger une région à blanc. C'est pourquoi on planifiait stratégiquement les campagnes, pour qu'il y ait une chance de subsistance. Une règle non écrite était de partir en expédition militaire peu après les moissons, quand les greniers étaient pleins de céréales, et les pâturages fournissaient encore de l'herbe pour les animaux de trait. A l'inverse, en hiver ou au début du printemps, de grandes campagnes que de l'été étaient rarement entreprises. Il y avait le risque que l'armée n'ait rien à manger, ni de quoi nourrir les chevaux. Quand il fallait absolument faire la guerre en hiver, on préparait à l'avance des réserves de foin et de céréales pour l'hivernage. De telles actions étaient cependant risquées. Ce n'est pas un hasard si les campagnes d'hiver au Moyen Âge étaient appelées « mauvaise guerre ». Les soldats avaient un plus froid et faim qu'ils ne combattaient. La logistique de l'armée médiévale était improvisée. Pourtant des germes d'organisation apparaissaient. Vers le XIVe siècle environ, avec le développement des monarchies centralisées, les souverains commencèrent à davantage s'occuper d'assurer les approvisionnements. Par exemple, les Anglais pendant la guerre de 100 ans établissaient des entrepôts et boulangeries de campagne dans les villes conquises en France, où ils acheminaient les céréales des environs et cuisaient du pain pour leur armée. De même, les croisés lors des plus longues expéditions établissaient des dépôts d'approvisionnement sur la côte, où ils transportaient la nourriture par bateau, s'ils avaient un soutien naval. Ces efforts échouaient cependant souvent sur les volumes énormes de vivres nécessaires. Chaque soldat avait besoin quotidiennement d'environ 1 à 2 kg de nourriture, boissons comprises, de sorte qu'une armée de 1000 têtes consommait plusieurs tonnes de nourriture et boissons par jour. Nous pouvons nous l'imaginer comme des dizaines de chariots pleins de miches et de tonneaux qui devaient constamment suivre l'armée. Rappelons-nous que même les légions romaines avaient leur propre colonne d'arrière-garde, et le Moyen Âge n'était pas différent. Les armées de croisés ou les armées de la guerre de 100 ans marchaient avec de longues colonnes d'approvisionnement, chariots tirés par des chevaux ou des bœufs, sur eux des sacs de farine, des tonneaux de bière et de vin, des poissons séchés suspendus aux vergues, des moutons et vaches vivants poussés par des bergers.
un train de chariots, décidait souvent du sort de l'expédition. Si l'adversaire l'attaquait et détruisait ou s'emparait des provisions, les soldats au front n'avaient en soudain plus rien à manger, et devaient battre en retraite ou mourir de faim. Il n'est donc pas étonnant que les chariots d'approvisionnement aient souvent une escorte armée et soient gardés comme un trésor. Un exemple éloquent est par exemple la situation pendant les expéditions des croisades. Les croisés, marchant vers des pays inconnus, étaient littéralement dépendants de leurs provisions. Quand en 1191 ils assiégèrent la ville d'Acre, la nourriture devait affluer vers eux d'Europe par mer. Dès que le transport coinçait, la faim et les maladies éclataient dans le camp. Un chroniqueur arabe de l'époque décrit que le commandant musulman Saladin s'efforçait d'affamer les croisés. Il attaquait leurs colonnes d'approvisionnement, brûlait les récoltes aux alentours et ne laissait entrer dans leur camp que du bétail maigre, tandis qu'il maintenait son propre camp bien approvisionné. Les croisés étaient épuisés par la faim que quand ils parvinrent 2 fois à percer dans le campement ennemi, au lieu de continuer le combat, ils se jetèrent sur les provisions et commencèrent à manger les plats capturés. Ils se dispersèrent ainsi, et l'ennemi les repoussa. Leurs estomacs vides influencèrent donc directement le cours de la bataille. Cette anecdote montre de manière frappante que même un brave chevalier peut être contraint par la faim à jeter son épée et prendre la cuillère en main. L'approvisionnement ne concernait pas seulement les hommes, mais aussi les chevaux et animaux de trait, la cavalerie militaire, chevaliers, mercenaires à cheval. Et les chevaux de charroi avaient besoin d'énormes quantités de fourrage. Un cheval consommait 10 kg et plus d'herbe ou de foin par jour, plus de l'avoine pour se renforcer. C'est pourquoi l'armée devait soit marcher dans une région où il y avait assez de pâturages et de céréales, soit transporter des réserves de fourrage avec elle. Habituellement, cela se passait par une combinaison des deux. Une partie des animaux paissaient pendant la marche dans les prairies environnantes. Une partie du fourrage était transportée sur les chariots. Quand le foin manquait, il y avait le risque que les chevaux perdent leur force et que l'armée reste bloquée, parce qu'il n'y aurait plus personne pour tirer les chariots ni sur qui monter. Souvent la taille de l'armée était donc limitée justement par l'alimentation des chevaux. Le commandant calculait qu'il ne pourrait plus nourrir plus d'un certain nombre de cavaliers et de chariots. Sinon il s'effondrerait logistiquement. Tout l'approvisionnement de l'armée médiévale était donc un jeu fragile de planification et d'improvisation. Parfois, une petite erreur suffisait. Retard d'une colonne d'approvisionnement, mauvaise récolte dans la région, attaque sournoise de l'ennemi, et des milliers d'hommes n'avaient soudain rien à se mettre sous la dent. C'est pourquoi de nombreuses campagnes se terminaient plutôt à cause de la faim qu'à cause d'une défaite au combat. Une armée affamée devait souvent se retirer avant même d'avoir vu l'ennemi. À l'inverse, une armée bien nourrie et qui avait l'estomac plein combattait avec beaucoup plus de détermination. Maintenant nous savons d'où venait la nourriture et combien il était difficile de la transporter jusqu'aux combattants. Mais les matières premières seules ne nourrissent pas encore. Comment les soldats ont-ils cuisiné de vrais repas à partir de ces sacs de céréales et tonneaux de viande? Dans un moment, nous révélerons les secrets de la cuisine de campagne. Comment se déroulait la préparation des repas au camp? Et à quoi ressemblait le repas en commun à la Belle Étoile? Après une longue journée de marche, l'armée médiévale campait. En un lieu approprié, le campement était installé, les lances étaient plantées en terre, les tentes dressées, des rues provisoires tracées entre les chariots, et bientôt après commençaient à flamboyer dans le camp des centaines de petits feux. C'est justement ici, au crépuscule, que se déroulait pour les soldats peut-être la partie la plus agréable de la journée, la cuisine et le repas. Asseyons-nous près d'un tel feu, et jetons un coup d'œil dans la cuisine de campagne des combattants médiévaux. Autour du feu s'asseyait habituellement un groupe de soldats, une suite ou table, qui faisaient ménage ensemble. Dans l'armée médiévale, chacun ne mangeait pas pour soi. Les hommes étaient divisés en petits groupes, souvent 5 à 10 compagnons, qui cuisinaient ensemble et partageaient la nourriture. C'était pratique. Ce que l'un n'avait pas chassé, l'autre l'avait obtenu chez le paysan. Le troisième
avait peut-être caché un pot de saindoux. Ils mettaient tout ensemble et cuisaient une marmite commune de nourriture dont ils remplissaient ensuite toutes les écuelles à part égale. Cette solidarité autour de la marmite était clé. Elle construisait la camaraderie et la discipline. Par exemple, chez les janissaires ottomans d'élite, la marmite commune avait une si grande symbolique que renverser la marmite signifiait la révolte. Les mercenaires européens ordinaires n'avaient certes pas de tels rituels, mais pour eux aussi, le partage de la nourriture était important. Qui volerait ou cacherait des provisions à ses camarades s'attirerait le mépris ou la punition. Sur les feux du camp, on cuisait dans tout ce qui était disponible. L'outil principal était la chaudière et le chaudron, pot en métal ou en terre suspendu au-dessus du feu sur un trépied ou posé directement dans les braises. Qui avait un chaudron ou une petite marmite en fer était roi. Les groupes plus pauvres utilisaient des pots en céramique qui se cassaient facilement. Parfois, un casque ordinaire aidait aussi. Il existe des mentions que dans la nécessité, les soldats faisaient cuire la soupe dans un casque en fer retourné. La cuisine de campagne était en somme improvisée. Chaque soldat portait l'ustensile de base, un couteau, outil universel pour couper tout, peut-être une cuillère ou une écuelle en bois. Les assiettes au sens moderne n'existaient pas. Souvent, un morceau de pain plat servait de bol, qui était ensuite mangé imbibé de sauce, où ils avaient des écuelles en bois et des écuelles en étain, dans lesquelles ils mangeaient plusieurs fois de suite. Et que cuisait-on donc dans ces chaudrons sur le feu? Le plat le plus fréquent était une soupe épaisse, ou un mélange comme un goulash, simplement du tout venant, qu'on appelait par exemple fricassé, épaississant, etc. Dans le chaudron finissaient les céréales, grains, farine concassée ou biscuits cassés en morceaux, arrosés d'eau ou de bouillon. À cela s'ajoutaient les légumineuses, poignées de pois, haricots, lentilles, ce qui était justement à portée de main. Celles-ci étaient souvent trempées déjà dans la journée pour qu'elles ramollissent. S'il y avait de la viande, morceaux de lard, bœuf séché, poisson fumé, ils étaient en jetés dedans pour que la nourriture prenne force et goût. Ne manquaient pas les légumes et herbes, quelques feuilles de choux, oignons hachés, ail, herbes séchées pour assaisonner. Tout cela était bouilli et mijoté, jusqu'à ce qu'il en résulte une soupe épaisse comme une bouillie. Le résultat était un plat de consistance sauce ou bouillie épaisse qui pouvait être pris avec du pain ou à la cuillère. L'avantage était qu'il pouvait être mangé même debout ou en marche dans une écuelle, solide et liquide en un. Une telle nourriture universelle d'une seule marmite était idéale pour les soldats. Parfois on arrivait aussi à griller des galettes ou du pain au camp. S'il y avait le temps et de la farine, les soldats pétrissèrent la pâte. Au mieux ils avaient du levain. Mais souvent ils ne faisaient que de la pâte sans levain, avec de la farine, de l'eau et du sel. Ils l'appliquaient ensuite sur une pierre chauffée près du feu ou sur la paroi intérieure d'un chaudron chaud sans eau. Il en résultait un pain plat, quelque chose entre la galette d'aujourd'hui et un petit pain dur. Ces pains de fortune étaient naturellement durs et durcissant vite, mais représentaient un changement bienvenu par rapport à la bouillie perpétuelle. Les découvertes archéologiques des camps militaires montrent effectivement des restes de cuisson, empreintes de galettes, trouvées dans l'argile, ou grains brûlés autour des foyers, suggèrent que les soldats se faisaient du pain, même dans les conditions de campagne. Qui avait une petite poêle ou une plaque de fer pouvait même faire frire quelque chose, par exemple une galette au saindoux ou des morceaux de viande. Mais la friture était moins fréquente. D'une part, il manquait de la graisse, et d'autre part, la friture ouverte gaspillait la chaleur du feu. Dans le chaudron, la chaleur et les matières premières étaient utilisées au mieux. Les rapports d'époque conservés et les chroniques nous donnent parfois un aperçu des plats concrets. Par exemple, les sources anglaises du XVe siècle mentionnent que les soldats mangèrent du porridge, d'avoine cuite avec des petits pois, et grillaient en plus du hareng sur les braises. Les mercenaires français se faisaient aider pour changer du pot au feu, une marmite où ils mettaient tout, des os de bœuf aux légumes, et laissaient mijoter sur feu doux toute la nuit. Le matin, ils avaient alors un bouillon nutritif.
Les chroniques arabes des guerres de croisade décrivent avec admiration combien de grandes marmites bouillonnaient dans le camp du sultan. Prétendument, jusqu'à 9 marmites dans une cuisine de campagne, dans lesquelles tenaient 4 têtes de vache à la fois. Dans le campement de Saladin, les cuisiniers préparaient diligemment des pilafs de riz, des ragoûts de viande et des soupes de légumineuses, tandis que les camps de croisés ne disposaient prétendument pas d'un si excellent équipement culinaire. À plus d'un croisé affamé, l'eau venait à la bouche, quand le vent apportait l'arôme de goulash épicé du camp ennemi. La nourriture était habituellement servie 2 fois par jour, petit déjeuner simple et dîner chaud. Le matin avant la marche, les soldats avalaient les restes de la veille, ou une tranche froide de pain avec du fromage, arrosaient cela de bière ou d'eau. Toute la journée en marche, ils ne mangeaient ensuite que ce qu'ils portaient dans leur poche. Morceaux de biscuits, poignées de noix ou fruits secs, viande séchée, mâchée comme saucisse fumée. Le repas principal arrivait le soir, quand on allumait les feux et qu'on cuisait le dîner commun. C'était le temps de repos. Les soldats s'asseyaient, se racontaient des histoires, nettoyaient leurs armes et en même temps remuaient la bouillie dans la marmite. Chacun recevait une portion dans son écuelle. Quelqu'un ajoutait peut-être aussi une cuillère en bois de miel ou des herbes pour un meilleur goût. La discipline pendant le repas dépendait de l'unité. Quelque part, régnait un ordre strict, ailleurs le chaos et les bagarres pour les portions. Par exemple, chez les ordres chevaleresques, comme les Templiers, existaient des règles précises de table. On mangeait au signal, par 2, d'une même écuelle, et en silence, seulement avec lecture de la Bible. À l'inverse, chez les bandes de mercenaires, le repas pouvait rappeler plutôt un marché. Qui arrachait quoi, l'avait. Ne pensons cependant pas que les soldats souffraient constamment seulement de bouillie à l'eau. Après une bataille victorieuse, ou après un pillage réussi, le camp savait se transformer en grand festin. Quand les soldats rapportaient du butin, des sacs de farine, des tonneaux de vin et des oies rôties volées aux paysans, les feux s'allumaient en grand style. On faisait rôtir des morceaux entiers de viande à la broche. On perçait d'autres tonneaux. On mangeait à satiété et souvent jusqu'à l'évanouissement. De telles bombances n'avaient cependant pas longue durée. Le matin revenait le régime quotidien de maigres rations. De plus, les soldats gavés et saouls n'étaient pas aptes au combat, ce que réalisaient aussi les commandants. Beaucoup dosaient donc les rations avec réflexion. Pendant la marche ordinaire seulement avec modération. Mais avant la bataille, ils ajoutaient un peu pour le moral. La cuisine de campagne n'était pas seulement une question de nourriture, mais aussi d'hygiène et de santé. Malheureusement, dans ce domaine, le Moyen-Âge souffrait beaucoup. Autour des feux du camp, on cuisait certes, ce qui détruisait les bactéries dans la nourriture, mais la propreté de la vaisselle et de l'eau était souvent misérable. Les soldats mangèrent dans des écuelles non lavées, souvent avec les mains, et cela contribuait à la propagation des maladies. Aussi les déchets, os, épluchures, traînaient parfois autour du camp et gâtaient l'eau. Il n'était pas exceptionnel qu'on fasse cuire dans la soupe de la viande déjà quelque peu gâtée. On la masquait avec de l'ail et de l'oignon, et la faim ne permettait pas de la jeter. Les conséquences se manifestaient sous forme de troubles gastriques et de dysenterie qui fauchaient les soldats en grand. Ce n'est pas en vain qu'on dit que plus de soldats tombaient au camp de maladie que sur le champ de bataille par l'épée. Une nourriture pauvre en vitamines, presque aucun fruit frais, menait aussi au scorbut pendant les longs sièges, comme plus tard en mer. De ces maux, les gens médiévaux n'avaient pas notion. Ils les attribuaient à la punition divine ou au mauvais air. Nous savons aujourd'hui qu'une nourriture unilatérale et une mauvaise hygiène étaient une combinaison meurtrière qui pouvait en quelques semaines décimer toute l'armée. Néanmoins, malgré ces écueils, la cuisine de campagne représentait pour les soldats un îlot de confort relatif et de camaraderie dans une vie par ailleurs rude. S'asseoir près du feu, sentir la chaleur des flammes et l'arôme de l'oignon qui mijote, partager un plat de nourriture avec les camarades, c'étaient des moments où l'on oubliait la peur de la bataille. Dans ces instants,
d'humanité ordinaire, naissait entre soldats de forts liens. C'est peut-être pourquoi les janissaires déjà mentionnés étaient si loyaux. Leur unité était définie aussi par la nourriture commune d'une seule marmite. Quand ensuite au combat ils comptaient l'un sur l'autre, ils savaient qu'hier ils avaient mangé de la même cuillère. Nous savons déjà ce qu'on mangeait et comment on le mangeait au camp. Il reste cependant à répondre à la question. Que buvaient les soldats médiévaux pour faire descendre tout cela? L'eau n'était pas toujours à portée de main et pouvait être dangereuse aussi. Dans un moment, nous regarderons le régime de boissons des guerriers, de la bière au vin jusqu'à l'hydromel. La soif est aussi brûlante que la faim, et le soldat au Moyen Âge devait constamment compléter les liquides. Il marchait au soleil dans une côte de mailles, transpirait, perdait de l'eau. Mais avec quoi étanchir la soif? Les gens dans l'armée médiévale? Aujourd'hui, chacun tendrait la main vers une bouteille d'eau pure, mais les soldats médiévaux avaient un problème avec l'eau. Souvent, elle n'était pas sûre à boire. L'eau stagnante autour des camps ou les puits pollués pouvait causer de graves maladies. Ils ne connaissaient pas les bactéries alors, mais savaient très bien que de certaines eaux, l'homme se dérange dans le corps. C'est pourquoi le régime de boissons des soldats s'appuyait sur la bière et le vin, boissons avec une faible teneur en alcool, qui était durable et relativement sûre. La bière était littéralement le pain liquide du soldat médiéval. En Europe du Nord et centrale, où la tradition du brassage de la bière était forte, les soldats recevaient souvent une ration quotidienne de bière. Ce n'était pas une bière forte comme les lagers d'aujourd'hui. Il s'agissait de bière légère, faiblement alcoolisée. On l'appelait deuxième, ou d'un beau bière faible, en anglais small beer. Elle contenait peu d'alcool. En revanche, beaucoup de calories du malt de céréales. Pour le soldat, cela signifiait un double profit. Elle étanchait la soif, et en même temps complétait l'énergie. Le faible taux d'alcool aidait en plus à retenir l'eau dans le corps et désinfecter la boisson des germes pathogènes. À quoi ressemblait une telle bière de campagne? Elle était trouble, tiède, avec des fragments d'orge ou de blé. Aucun délice pour le gourmet. Mais elle plaisait aux soldats, parce qu'elle était plus sûre que l'eau, et après une journée de marche était la bienvenue. Dans certains contes conservés, nous trouvons des chiffres. Par exemple, les mercenaires tchèques, au XVe siècle, recevaient prétendument environ 3 à 4 litres de bière par personne et par jour, ce qui sonne beaucoup, mais réalisons qu'il s'agissait de bière à faible degré potable comme l'eau toute la journée. Le vin régnait dans les pays du Sud, et aussi à la table des officiers supérieurs. Dans les régions comme la France, l'Italie ou l'Espagne. Il était plus simple d'obtenir du vin que de la bière, et ainsi, les armées y buvaient principalement du vin. Le simple soldat recevait plutôt du vin bon marché, souvent coupé d'eau, d'une part pour qu'il ne s'enivre pas tout de suite, d'autre part pour que le vin ne se gâte pas. L'ajout d'eau diminuait l'acidité. La ration typique pour un homme pouvait être environ un demi-litre à 1 litre de vin par jour, si les réserves le permettaient. Par exemple, les règlements navals médiévaux indiquaient un demi-pot de vin par jour pour le marin, tandis que l'officier recevait un pot entier. Le vin apportait aussi un peu de sucre et de vitamines du raisin, et surtout était apprécié pour son goût. Quand le soldat n'avait que du pain sec, au moins il pouvait l'arroser de vin, et tout de suite le monde était plus gai. Pour les soldats habitués à la bière, le vin plus fort était cependant traître. Plus d'un Nordique s'enivrait de vin en Méditerranée, jusqu'à perdre connaissance, parce qu'il n'était pas habitué au pourcentage d'alcool. On mélangeait aussi des boissons originales, vin cuit avec des épices, s'il y en avait, par exemple cannelle, pour les malades, ou vin mélangé avec de l'eau et du vinaigre comme boisson aigre rafraîchissante contre la soif. Et l'eau elle-même. Les soldats la buvaient naturellement aussi, mais elle devait être si possible pure, de source en montagne ou de rivière à eau courante. Les soldats ajoutaient souvent dans l'eau un peu de vin ou de vinaigre pour la nettoyer. En réalité, ils augmentaient ainsi l'acidité et empêchèrent la multiplication des bactéries. Quand il n'y avait rien d'autre, ils devaient boire même l'eau boueuse des flaques et étangs, ce qui menait aux épidémies de dysenterie,
comme nous l'avons déjà mentionné. C'est pourquoi les soupes et bouillies étaient aussi cuites en faisant bouillir l'eau, se débarrasser d'une partie des substances nocives, de sorte que la soupe était plus sûre que l'eau crue. Les soldats ne le savaient pas chimiquement, mais avaient appris empiriquement que l'eau dans la soupe ne fait pas autant de mal que l'eau de la cruche. Outre la bière et le vin existaient aussi d'autres boissons, bien que moins courantes, hydromel, cidre, eau-de-vie. L'hydromel, boisson fermentée au miel, était appréciée en Europe de l'Est et en Scandinavie. Par exemple, les chevaliers en Pologne ou les Druzina russes aimaient bien se permettre de l'hydromel en marche, s'ils en capturèrent dans les caves monastiques. Elle ne faisait cependant pas partie des rations courantes, plutôt un butin de luxe. Le cidre, mou de pommes fermentées, pouvait entrer en jeu dans les régions riches en fruits. Par exemple, les armées françaises ou anglaises à l'automne buvaient parfois du cidre quand elles traversèrent les vergers. Les spiritueux distillés, eau-de-vie, liqueurs, n'apparurent en plus grande quantité qu'à la fin du Moyen Âge. Par exemple, les sources italiennes du XIVe siècle mentionnent aqua vitae, distillat utilisé comme remède à tout. Les soldats y trouvèrent bientôt goût, et la forte eau-de-vie devint un réchauffant, apprécié, lors des campagnes d'hiver. Néanmoins, il s'agissait plutôt de rareté, pas de standard. Si les soldats avaient de l'eau-de-vie, ils l'utilisaient par petites doses contre le froid ou lors de maladies. Un chapitre spécial est la boisson sur les navires de guerre. Là, nous n'entrerons pas dans le détail, mais il vaut la peine de mentionner que les rameurs sur les galères médiévales recevaient relativement abondamment du vin. Même les criminels condamnés aux rames avaient droit à une ration quotidienne pour tenir le coup. Ils recevaient aussi de l'eau avec du vinaigre, semblable à la posca romaine, contre la soif, et de plus petites rations de bière pour compléter les liquides. Il n'est pas étonnant qu'on boive sur les navires presque plus qu'on ne mange. Maintenir l'équipage hydraté sous le soleil méditerranéen exigeait aussi 1 litre de vin par jour et par personne. Cependant, les conséquences étaient aussi de fréquentes bagarres et des problèmes disciplinaires, parce que la combinaison d'alcool et de conditions exiguës faisait son effet. En revanche, sur terre, il fallait être prudent avec l'alcool. Les commandants savaient bien que les soldats ivres combattent mal. C'est pourquoi, par exemple, avant la bataille, les rations d'alcool étaient limitées. Parfois, il était même ordonné qu'avant une bataille attendue, le vin soit beaucoup coupé d'eau ou complètement caché, pour que la troupe ne s'enivre pas. D'un autre côté, après la victoire ou en temps libre, les commandants permettaient souvent de lâcher les rênes. Des rations supplémentaires de bière et vin étaient distribuées pour la joie. De tels jours de congé avec boisson finissaient parfois de façon peu glorieuse, quand les soldats se saoulaient entre eux jusqu'à perdre connaissance ou commençaient à faire la fête et se révolter. Globalement, cependant, il est vrai que la bière et le vin étaient une partie inséparable de la nourriture du soldat médiéval, autant que le pain. Il ne s'agissait pas seulement de boissons, c'étaient des calories liquides, et en même temps l'assurance qu'on n'ingérait pas quelque chose de gâté. On peut dire que le combattant médiéval moyen était légèrement dans les vapes toute la journée, néanmoins pas ivre, plutôt toujours dans l'humeur que nous appellerions aujourd'hui, légèrement intoxiqué. D'un autre côté, boire de l'alcool à long terme au lieu d'eau avait aussi ses aspects négatifs. Déshydratation si la boisson manquait et que le corps n'était pas habitué à l'eau pure ou dépendance. Mais on n'y pensait pas alors. L'important était de survivre aujourd'hui. Maintenant, nous avons donc passé en revue ce dont se nourrissaient les soldats médiévaux et ce qu'ils buvaient quand tout allait bien. Mais l'histoire des guerres apportait aussi des chapitres sombres, quand la nourriture manquait et que les soldats commençaient à souffrir de la faim. Dans un moment, nous jetterons un coup d'œil dans ces situations les plus désespérées, ce que mangèrent les soldats quand il n'y avait rien à manger, et quelles horreurs apportait la faim sur le champ de bataille. La guerre est cruelle par elle-même, mais le plus cruel est la faim qui arrive souvent à la guerre. Les soldats médiévaux le savaient que trop bien. Malgré toute la planification et l'approvisionnement, arrivèrent des moments où les réserves s'épuisaient.
La campagne alentour était brûlée, et les soldats restaient livrés seulement à leur estomac vide. Ces situations menaient à des mesures extrêmes et parfois aussi à des actes qui font frissonner. Regardons les chapitres les plus désespérés de l'alimentation militaire, quand la nourriture devint une question de vie ou de mort. Le plus souvent, la faim frappait les soldats pendant de longs sièges ou des campagnes ratées. Imaginons un camp de siège déployé sous les murailles d'une ville ennemie. Des semaines et mois d'attente, le temps se gâte, la terre environnante est depuis longtemps pillée. Les provisions diminuant progressivement. Les rations se réduisent. D'abord la viande disparaît. On mange les dernières tonnes de réserves salées. On abat les bœufs de trait qui devaient tirer les canons. Puis les céréales manquent. Les soldats moulent la dernière farine, cuisent les dernières galettes. Finalement, il ne reste qu'un peu de pois, et peut-être quelques tonneaux d'eau au vinaigre. Les soldats commencent à manger tout ce qui peut être bouilli. Herbes, feuilles des arbres, cuir de l'équipement. Oui, le cuir. Vieux ceinturons de cuir, sel, même les bottes de cuir étaient bouillies dans l'eau pour qu'ils ramollissent. Et puis ils essayèrent de manger cette soupe bizarre. Les chroniques décrivent, maintes fois, comment les assiégeants affamés mâchèrent les parties en cuir de l'équipement, ou faisaient cuire une soupe d'os d'animaux broyés qu'ils avaient été mangés plus tôt. Quand la situation empirait encore, arrivait le tour des animaux domestiques et sources impures. Que voulons-nous dire par là ? Par exemple, les chevaux, fidèles destriers des chevaliers, qui étaient auparavant compagnons au combat, se transformaient en nourriture dans la faim extrême. Dans plus d'un siège, il arriva que les chevaliers tuèrent leurs chevaux, les larmes aux yeux, pour sauver leurs propres hommes de la mort par famine. La viande de cheval était alors mangée par tous, bien que ce fût un triste festin. Quand les chevaux manquaient, arrivait le tour des chiens et chats que les soldats élevaient peut-être au camp pour le plaisir ou la chasse aux rats. La faim ne connaissait pas le sentiment. Du chien apprivoisé naissait un lévrier rôti, et du chat errant de la viande braisée. Il reste même des rapports que lors du siège de Magdebourg dans les années 30 du XVe siècle, les soldats payaient un rat rôti, autant qu'ailleurs un porc entier. Tel était le prix d'un peu de protéines, même d'un rongeur. Le côté le plus sombre des crises de famine était cependant le cannibalisme. Bien que cela sonne impensable, l'histoire a enregistré des cas où des soldats affamés en arrivèrent à cette extrémité épouvantable. Les chroniqueurs de la première croisade décrivirent un événement terrifiant de l'année 1098 dans la ville de Maharat en Nouman, en Syrie. Les croisés, après un long siège, prirent la ville, mais étaient si affamés qu'ils n'y trouvèrent presque rien à manger. Selon les chroniques, certains eurent recours à manger les corps d'ennemis tombés. Ils se cuisaient de la viande des musulmans tués. Ce rapport est encore aujourd'hui choquant, mais témoigne de l'horreur absolue de la faim. Les croisés eux-mêmes en avaient honte. Les commandants s'efforcèrent de cacher l'acte et l'excusaient en disant que seuls les plus bas et les plus enragés des mercenaires l'avaient là commis. Néanmoins, ce cas reste un memento de jusqu'où la faim peut pousser les soldats. Et il ne fut pas unique. Au cours des siècles, de semblables incidents cannibales désespérés apparurent aussi ailleurs, typiquement lors de naufrages de garnison ou lors de sièges extrêmement longs. Naturellement, il s'agissait d'exceptions extrêmes. La plupart des soldats n'auraient pas recouru au cannibalisme, ils auraient plutôt déserté ou seraient morts. Mais l'enregistrement de tels cas dans les chroniques montre que la faim peut briser les barrières morales humaines. La faim ne signifiait cependant pas toujours de tels actes horribles. Plus souvent, elle menait à ce que l'armée se désagrège. Les soldats commençaient simplement à fuir, voler la nourriture où ils pouvaient. Et s'ils n'obtenaient pas à manger, abandonner leur seigneur. Une armée affamée était incontrôlable. Les soldats pillaient frénétiquement tout aux alentours, attaquaient parfois même leurs propres civils. Par exemple, pendant les guerres hussites en Bohême, certains détachements de croisés, frustrés par le manque de provisions, tournèrent leur colère contre les villages et villes locaux, brûlaient les greniers et prenaient les céréales par la force, ce qui menait naturellement à encore plus de haine et de résistance de la population.
La faim n'affaiblissait donc pas seulement l'armée, mais sapait aussi la discipline et le moral. Le mercenaire qui n'obtenait pas son pain ne sentait plus l'obligation de combattre. Sa fidélité tenait à l'estomac. La faim était aussi étroitement liée aux maladies. Les soldats sous-alimentés étaient sujets aux épidémies. Dans l'histoire, nous trouvons des exemples où l'armée fut fauchée par la maladie justement parce que les soldats étaient épuisés par la faim. Par exemple, la 8e croisade du roi Louis IX en Tunisie, 1270, finit en catastrophe. Les soldats y furent frappés par la faim, et en plus la dysenterie, de sorte que la plupart moururent, y compris le roi lui-même, sans avoir livré de vraies batailles. De même, dans la guerre de 100 ans, de nombreux sièges finirent par le retrait des assiégeants, parce que la peste ou le typhus avaient éclaté dans leur camp, aggravés par la faiblesse de la famine. Les pertes par faim et maladie étaient dans les guerres beaucoup plus élevées que les pertes au combat. Les chroniqueurs médiévaux décrivaient avec horreur les camps jonchés de cadavres, ombres amaigries d'hommes autrefois vigoureux et puanteurs de décomposition qui se mêlaient à la fumée des foyers où il n'y avait déjà plus rien à cuire. Pour ne pas finir seulement sur une note sombre, toutes les situations n'arrivèrent pas à de tels extrêmes. Les commandants apprenaient de leurs erreurs et savaient que la pire arme de l'ennemi pouvait être la faim. C'est pourquoi, si la pénurie menaçait, souvent ils préféraient battre en retraite ou négocier la paix plutôt que de laisser leurs hommes tomber de faim. La mort héroïque au combat était prisée, mais la mort misérable de faim, c'était une honte même pour le commandant. Quand c'était le pire, on tentait des sorties désespérées seulement pour la nourriture. Les assiégeants affamés essayaient de percer l'encerclement seulement pour arriver aux provisions, ou au contraire, la garnison d'un château assiégé effectuait une sortie hors des murailles pour capturer au moins des sacs de farine du camp ennemi. Ces batailles pour le pain étaient aussi furieuses que celles pour les drapeaux et châteaux. La faim dans les guerres médiévales était un phénomène si fréquent qu'il se créa aussi une sorte de sagesse populaire à son sujet. On disait par exemple que la guerre nourrit les céréales, pas l'acier, c'est-à-dire que les épées et lances ne servent à rien quand il n'y a pas de pain, ou qui a le ventre plein gagne la bataille. Ces dictons confirment ce que l'histoire montre. L'approvisionnement et la nourriture étaient dans l'épine dorsale de l'effort de guerre. Une armée affamée était pire qu'aucune armée. Finalement, la faim devint aussi une sorte d'épouvantail pour les civils. Quand on disait « une armée passe par ici », les gens cachaient en vite les céréales et le bétail, parce qu'ils savaient que les soldats mangeraient et brûleraient tout. Souvent après la guerre suivait une famine pour les gens ordinaires, parce que les hordes militaires avaient vidé les greniers. Dans ce sens, les soldats médiévaux mangeaient pour deux, pour eux, et pour la future récolte des pauvres. Maintenant, nous avons parcouru les moments difficiles où la nourriture ou son manque déterminait le sort des gens en armes. Heureusement, aujourd'hui les soldats ne doivent plus souffrir d'une telle faim. Et cela nous amène à la conclusion finale. Ce que nous pouvons retirer de la nourriture des combattants médiévaux pour le présent et comment l'approvisionnement des armées a changé depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui. Le voyage, derrière la marmite militaire médiévale, nous a montré beaucoup de choses. Nous avons découvert comme était simple et en même temps nutritive la nourriture des combattants d'alors, quel effort énorme coûtait maintenir une armée rassasiée et quelles conséquences tragiques avait la faim au temps des chevaliers et mercenaires. Mais que nous disent ces connaissances aujourd'hui? La nutrition des soldats médiévaux a-t-elle un prolongement dans l'époque moderne? Au premier regard, il semble que les soldats d'aujourd'hui vivent dans un monde complètement différent. Les armées modernes ont des systèmes logistiques sophistiqués, des aliments emballés, MRE, Meals Ready to Eat, des cuisines de campagne en acier inoxydable et même des bars énergétiques et boissons spécialement développés pour que rien ne manque aux soldats. Les cuisiniers, dans l'armée d'aujourd'hui, comptent les calories, surveillent le rapport de protéines et vitamines, choses auxquelles le mercenaire médiéval ne pensait même pas. La conservation des aliments a atteint un niveau que les cuisiniers médiévaux n'auraient pu imaginer. La nourriture emballée sous vide dure des années.
Il existe de la viande séchée, jerky, plus savoureuse que l'ancienne saucisse. L'eau potable en bouteille est disponible partout dans le monde. Le soldat d'aujourd'hui peut recevoir pour le dîner tranquillement une pizza prête d'un paquet, qui reste fraîche des mois, quelque chose d'absolument incompréhensible pour un chevalier du XIIe siècle. Et pourtant, en regardant de plus près, nous voyons la continuation de nombreuses traditions et principes du Moyen Âge. La base de la nourriture militaire reste similaire. Elle doit être riche en calories, facilement transportable et simple à préparer. Dans un certain sens, les MRE modernes pleins de plats déshydratés ne sont pas si éloignés des biscuits et viandes séchées du Moyen Âge. C'est toujours de la nourriture préparée pour survivre à un long voyage. Les biscuits en militaire d'aujourd'hui, oui, ils existent encore comme ration de secours, sont seulement une version sophistiquée des biscuits en médiévaux, plus savoureux, enrichis de vitamines. Mais le principe c'est le même. La logistique est aussi high-tech, mais les bases sont les mêmes. Il est toujours vrai qu'une armée marche sur son estomac. Les généraux modernes planifient les offensives aussi selon qu'ils arrivent à approvisionner les unités en carburant et vivres, semblablement aux chefs de guerre médiévaux qui attendirent la récolte des céréales. Seulement au lieu des attelages de bœufs, nous avons des camions et avions, au lieu des entrepôts de céréales des conteneurs mobiles réfrigérés. Mais le risque de rupture de la ligne d'approvisionnement n'a pas disparu. Il suffit de se rappeler le XXe siècle, le siège de Leningrad pendant la Seconde Guerre mondiale, ou les tempêtes du désert, où les convois avec nourriture étaient cibles d'attaques. Tout cela sont des parallèles modernes du Moyen Âge. Les technologies ont changé, mais pas l'importance de la nourriture à la guerre. Certains plats militaires traditionnels ont survécu des siècles et sont devenus partie de la cuisine nationale. Par exemple, le fameux goulash, plat associé à la Hongrie, a des racines dans la nourriture des bergers et soldats, qui dans la marmite au-dessus du feu cuisirent de la viande avec du paprika et de l'oignon. Un principe similaire de plat d'une seule marmite utilisait déjà les haïdouks et mercenaires médiévaux en Hongrie. Aujourd'hui, le goulash est un délice, mais autrefois, c'était un modeste dîner militaire, ou diverses bouillies et mélanges, par exemple bouillie de pois avec fumée, ou combinaison de lentilles avec céréales. Tout cela étaient des recettes militaires qui se sont domestiquées. Même la simple bouillie d'avoine, aujourd'hui petit déjeuner sain populaire, a une tradition comme nourriture des pauvres et soldats, parce que l'avoine était bon marché et copieuse. Quand nous versons le matin du lait sur les flocons, nous ne soupçonnons pas qu'une bouillie semblable était mangée par les soldats il y a des centaines d'années. Seulement au lieu de lait, ils avaient de l'eau, et au lieu de sucre de l'oignon. Du Moyen Âge vient aussi l'idée de la boulangerie de campagne ou cuisine de campagne comme unité autonome de l'armée. Aujourd'hui, chaque grande unité militaire a ses cuisiniers et cuisines roulantes qui arrivent à cuire un repas chaud au front. Ces unités sont les successeurs directs des anciens détachements d'approvisionnement. Napoléon déjà, qui était proche du Moyen Âge par la mentalité de conquête, introduisit la première conserverie de campagne et récompensa l'inventeur de la mise en conserve des aliments. Ce fut le début de la Révolution. Dès lors, les soldats ne devaient plus tant compter sur la saison ou la récolte locale. Dans un certain sens, cela ferma une étape historique. Ce que le Moyen Âge n'avait pas résolu, conservation à long terme des aliments. L'époque moderne le résolut avec le bocal et la boîte de conserve. Mais cela prit des siècles d'essais et d'erreurs. Les soldats d'aujourd'hui grimaceraient sûrement devant le menu de leurs prédécesseurs. Aucun fruit frais, aucun complément vitaminé. Mais ils seraient peut-être surpris de voir comme la cuisine de campagne pouvait être gustativement pas mauvaise. Car une honnête soupe à l'oignon avec lard et pain, comme s'en faisaient les Hussites, plairait excellemment même aux campeurs d'aujourd'hui. De nombreuses combinaisons d'aliments étaient nutritionnellement raisonnables, même s'ils ne le savaient pas alors. Céréales plus légumineuses donnent une protéine complète, classique lentilles, avec pain. Le soldat avait les acides aminés nécessaires. Les aliments fermentés comme le chou ou la bière apportaient au moins un peu de vitamine B et C. Les soldats médiévaux mangeaient certes de façon monotone, mais instinctivement,
ou par la méthode essai-erreur. Découvrir ce qui les maintenait en force. Du point de vue culturel, la nourriture militaire médiévale nous rappelle aussi la valeur de la nourriture ordinaire. Aujourd'hui en paix, nous ne réalisons souvent pas quelle richesse représente une assiette pleine. Pour le chevalier en campagne, un bol de bouillie chaude était un trésor, pour nous une évidence. Relions le passé au présent. Quand aujourd'hui les soldats en mission ouvrent un paquet avec nourriture, ils y ont par exemple de la viande séchée, des fruits secs, des noix. Donc des choses que les combattants médiévaux connaissaient déjà bien comme provisions durables précieuses. Et comme alors, aujourd'hui aussi, il est vrai que le soldat sur le terrain mange souvent en hâte, de façon improvisée, parfois des conserves froides. En somme, les conditions de campagne ne changent pas dans certains aspects. Heureusement, le monde moderne arrive à détourner les pires scénarios de famine. Les armées planifient, calculent, ont des réserves. Les situations où une armée professionnelle devrait manger des chevaux ou même des compagnons morts sont aujourd'hui très improbables. Mais nous savons déjà que l'histoire se répète parfois sous des formes inattendues. Même aujourd'hui peut arriver l'isolement d'une unité et des privations extrêmes. Et alors les instincts de base se réveillent de nouveau. Le Moyen-Âge nous a laissé un avertissement. Sous-estimer l'importance de la logistique et de la nourriture à la guerre ne paie pas. Du point de vue d'un prolongement plus large, nous pouvons dire que la nourriture des soldats au Moyen-Âge influença aussi les habitudes alimentaires de la société. Les conflits militaires diffusaient certains aliments de région en région. Par exemple, les croisés ramenèrent en Europe les goûts du Proche-Orient. Épices, riz, dattes, séchées. Même si dans la marmite militaire ils ne s'en régalèrent pas beaucoup, ils pénétrèrent avec le temps dans les cuisines. Ou au contraire, les mercenaires européens servant à l'étranger emportaient avec eux leur lait séché et bouilli, et apprenaient aux locaux quelque chose de leurs recettes. L'échange culturel se faisait donc aussi à travers les gamelles. En toute fin, nous pouvons réfléchir à comment cela goûterait probablement à nous, gens du XXIe siècle, de nous asseoir au feu de camp à côté de mercenaires médiévaux et de nous servir leur soupe épaisse au pois avec une cuillère en bois. Peut-être que plus d'un d'entre nous ferait la grimace devant le goût de brûlé et le sel manquant. Mais je crois que quand résonnent les conversations gaies et éteintes les chopes de bière, cette soupe goûterait soudain comme le meilleur repas du monde, parce que la faim et la bonne compagnie sont les meilleurs cuisiniers. Comme dit un vieux proverbe. Merci d'avoir entrepris avec moi ce voyage dans la cuisine de campagne médiévale. J'espère que ce regard dans le menu des anciens soldats vous a intéressé et peut-être même incité à apprécier les commodités d'aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, je serais content que vous lui donniez un like et la partagiez avec vos amis. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour un autre voyage dans l'histoire.